Est-ce que toi aussi tu as vu cette scène dans DTF Saint-Louis et tu t'es demandé si c'était possible? The toxicology report came back 20 minutes ago. It says Smirnich died from a lethal ingestion of a pharmaceutical amphetamine, amphazine. DTF Saint-Louis est une série américaine produite par HBO. HBO dont je suis sûr que tout le monde connaît grâce à ce super générique qui annonce que très souvent, la série va être exceptionnelle. Je dis très souvent parce que ce n'est pas toujours le cas et ensuite parce que je trouve que la qualité diminue de plus en plus. Donc DTF Saint-Louis est une série policière humoristique, c'est un peu chelou, qui a commencé le 1er mars 2026. Oh putain mais on est à jour! Créé par Steven Conrad. C'est le type qui a écrit le film Wonder avec comme acteur Jason Bateman. C'est Michael dans Arrested Development. And that's when Michael saw the most beautiful woman he'd ever seen. Not her. Wait for it. Are you from Wee Britain? Great Britain, actually. I was wondering if you might be willing to go somewhere with me. I would pay you. You pay me. Not for sex. You're gonna think that I'm Jack the Ripper, right? Didn't he kill prostitutes or... I'm not a prostitute. And I shall let you live. It's my worst hello. David Harbour, c'est le shérif dans Stranger Things, et Linda Cardellini, c'est l'actrice qui joue dans la série Freaks and Geeks. Et d'ailleurs, je vous recommande mais alors très fortement la série Freaks and Geeks, c'est exceptionnel. Et voici comme petit avant-goût d'ailleurs de cette série son générique. Ah, maintenant vous avez envie de la voir, hein? Bref, le synopsis de la série DTF Saint-Louis est simple. Deux amis veulent tromper leur femme en allant sur un site de rencontre spécifiquement pour ça. Et l'un de ces deux amis est tué, et donc on suit l'enquête pour savoir qui est le tueur. Si je devais donner mon avis sur la série, c'est simple. C'est pas ouf, mais c'est pas nul non plus. Je pense en réalité que le trailer est assez trompeur. J'étais persuadé que cette série parlerait de la sexualité dans les couples de quinquagénaires. Et juste on parlerait de désir, de retrouver de la sexualité, etc. dans des couples de, entre guillemets, longue date. Et au final, je me retrouve dans une histoire de meurtre un peu banale, j'avoue, je suis un peu déçu. Mais mon esprit de biologiste a vu cette scène et s'est demandé « Mais punaise, c'est quoi l'amphésine? Ça existe vraiment? Et comment ça marche ?» etc., etc. Bref, des questions classiques, quoi. Donc, durant l'épisode 1, on apprend que le personnage principal aurait été tué par un certain médicament qui s'appelle l'amphésine. Déjà, c'est simple, ce médicament n'existe pas. Ça va, toi? Toi, t'existes, hein? Ah bah oui, toi, t'existes, hein. Il a été créé pour la série. Dans notre vie réelle, on appelle ça de l'amphétamine. Et ça, vous connaissez parce que pas mal de gens utilisent ce produit pour faire gonfler leurs muscles. Mais il faut savoir que ça peut être prescrit comme un vrai médicament. Mais tout d'abord, faisons un petit topo sur l'histoire de cette drogue. Ça a été créé en 1887 par Lazare Edealanu et ensuite utilisé comme drogue dans les années fin 1920. Aujourd'hui, il peut être utilisé comme traitement contre l'hyperactivité et la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie du sommeil. Les gens qui en souffrent ont des cycles du sommeil anormaux. Par exemple, ils auront énormément de mal à dormir la nuit, alors que à l'école, par exemple, lorsqu'ils sont en train d'écrire un cours, hop, d'un coup d'un seul, ils peuvent s'endormir. Et je parle de cours parce que justement, ça se diagnostique souvent durant l'adolescence. L'utilisation de l'amphétamine contre l'hyperactivité a été décrite pour la première fois en 1937 par Bradley. Il filait de l'amphétamine à des gosses pendant une semaine et il voyait une augmentation de leur attention durant les cours. La science, à l'époque, c'était un sale délire. L'amphétamine va jouer un rôle dans le système nerveux central, aussi appelé CNS. C'est la partie du système nerveux qui est composée du cerveau et de la moelle épinière. Dans le cerveau, il y a différents types de cellules, les cellules gliales et les neurones. Pour que tout ce beau monde fasse le boulot qu'on lui demande, il faut que les neurones communiquent entre eux. Pour ce faire, tout d'abord, il faut que les neurones ne soient pas trop loin les uns des autres et l'espace qui existera entre l'un des neurones et l'autre, ça va s'appeler la synapse. Cet espace, donc la synapse, est méga importante parce que c'est grâce à cet espace que le neurone 1 va pouvoir donner son information au neurone 2 et donc que l'information va pouvoir circuler. L'information que les neurones se transmettent s'appelle des neurotransmetteurs. Et dans ces neurotransmetteurs, il y en a
plein de différentes, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les monoamines, et principalement la dopamine et la neuroadrénaline. Alors petit truc un peu amusant, c'est que la découverte et l'utilisation de ce médicament, donc l'amphétamine, s'est faite avant qu'on connaisse l'existence de ces neurotransmetteurs. On voyait donc un effet de ce médicament ou de cette drogue, mais on comprenait pas trop pourquoi. Alors sachez que ça arrive souvent les trucs comme ça, je trouve ça amusant, mais ça arrive assez souvent, n'en soyez ni étonnés ni apeurés. Ces monoamines vont jouer un rôle sur l'émotion, la concentration, mais aussi la mémoire. La dopamine joue un grand rôle dans le système de récompense. En gros, vous allez avoir beaucoup de dopamine qui vont vous permettre de vous motiver parce que vous savez que vous allez avoir une récompense à la fin. La neuroadrénaline, ou aussi appelée neuroépinéphrine, est un neurotransmetteur qui va vous mettre en alerte. Quand vous dormez, son taux est au plus bas, mais elle va énormément augmenter quand vous allez être dans des situations de stress ou de danger. Elle va permettre d'augmenter votre alerte, votre mémoire, mais aussi votre vigilance. Pour qu'un neurone envoie une information au deuxième neurone, il va toujours faire la même chose. Il va donc y avoir toujours les mêmes étapes. Tout d'abord, le neurone 1 va produire le neurotransmetteur de dopamine. Alors attention, là je dis dopamine, mais en réalité, pour la neuroadrénaline, c'est exactement la même chose. Cette dopamine, donc ce neurotransmetteur, va être mis dans un petit paquet. Ce petit paquet s'appelle une vésicule synaptique. En gros, il faut comprendre que pour bouger dans tout le neurone, on va pas laisser la molécule toute seule comme ça. Le neurone préfère mettre ça dans un petit paquet qui va être pris en charge par un livreur qui le délivrera au niveau de la membrane plasmique du neurone numéro 1. La membrane plasmique, c'est ce qui entoure les cellules, et ici, dans ce cas-là, c'est donc le neurone. Quand le paquet arrive au niveau de la membrane plasmique, le paquet s'ouvre, la dopamine est libérée du paquet et traverse la membrane plasmique et se retrouve au niveau de la synapse. Donc dans l'espace entre le neurone 1 et le neurone 2. Alors attention, c'est pas vraiment exactement ce qu'il se passe, hein. Je le dis d'une manière plus vulgarisée, mais en réalité, le vrai processus, ça s'appelle l'exocytose. Mais on va se contenter de ça parce que je pense que vous voyez l'idée et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Quand la dopamine se retrouve dans la synapse, elle n'a pas 15 000 choix. Elle a devant elle la membrane plasmique du neurone numéro 2, et derrière elle, elle a le neurone numéro 1. Donc tout naturellement, elle va aller sur la membrane plasmique du neurone numéro 2. Et là, elle va aller se fixer sur des récepteurs spécifiques. Les récepteurs, ce sont des protéines qui sont présentes sur la membrane plasmique et qui vont permettre d'activer ou d'inhiber d'autres protéines dans la cellule. Et ça va permettre d'envoyer une information. La dopamine peut envoyer deux différents types de signaux. Ces signaux dépendent du récepteur sur lequel la dopamine s'est posée. Il y a deux familles de récepteurs, D1 like et D2 like. Si la dopamine se fixe sur D1 qui est présent sur la membrane plasmique du neurone numéro 2, ça va activer le neurone numéro 2. Si la dopamine se fixe sur des récepteurs de famille D2 sur la membrane plasmique du neurone numéro 2, alors ça va inhiber le neurone numéro 2. Donc on reprend. Le neurone 1 libère de la dopamine dans la synapse et la dopamine se fixe sur des récepteurs du neurone numéro 2. Ensuite, la dopamine se détache de ces récepteurs et est recapturée par le neurone numéro 1. C'est comme lorsque vous avez un gamin et que vous le donnez à vos parents. Vous apportez votre enfant à la porte de la maison de vos darons, il va foutre le bordel là-bas, puis 2-3 heures après, vous revenez récupérer la sale bête. La durée pendant laquelle la dopamine est fixée sur les récepteurs et la durée pendant laquelle la dopamine reste dans la synapse sont super importantes. Plus la dopamine est fixée au récepteur, plus la dopamine va activer ou inhiber le neurone numéro 2. Et plus la dopamine reste longtemps dans la synapse, plus la dopamine va pouvoir retourner sur les récepteurs du neurone numéro 2. Bah ouais, une fois que la dopamine s'est détachée du récepteur, il y a une chance pour qu'elle y retourne. Et si elle n'est pas récupérée vite fait par le neurone 1, elle va vite retourner sur ce récepteur. Une fois qu'elle retourne dans le neurone 1, il y a plusieurs choix. Soit elle retourne dans une vésicule pour être utilisée dans le futur, soit le neurone 1 choisit de détruire cette dopamine. Et en réalité, l'amphétamine va jouer deux rôles. Rôle numéro 1, l'amphétamine va augmenter la libération de dopamine dans la synapse. Et rôle numéro 2, l'amphétamine va en plus de ça jouer un rôle sur la recapture de la dopamine de la synapse vers le neurone numéro 1. L'amphétamine va inhiber cette recapture, voire même engendrer l'inverse. Et ça s'appelle le rétrotransport. Le neurone numéro 1, à la place de reprendre sa dopamine, il va en donner encore plus, engendrant donc une augmentation de l'effet. Donc il y aura plus de dopamine dans la synapse, mais en plus de ça, elle restera plus longtemps dans celle-ci. Donc il y aura un effet plus important de la dopamine, mais en plus de ça, un effet bien plus prolongé. Et ça, c'est pareil pour les récepteurs de la neuroadrénaline. Donc il va y avoir une augmentation du fait d'être focus, de la mémoire, etc. Et par rapport au rôle de la dopamine, ça va donc activer le système de récompense. Donc certaines personnes, en prenant de l'amphétamine, elles vont être
heureuses et récompensées avec leur système de récompense. Et c'est pour ça qu'elles vont vouloir en reprendre et bim, vous tombez dans l'addiction. Une surdose de ce médicament peut être fatale. Vous imaginez bien qu'activer beaucoup trop les neurones, c'est jamais une trop bonne idée. Cette surdose peut engendrer des problèmes vasculaires, des problèmes cardiaques, des AVC, des convulsions, etc. etc. Et donc, la mort. Voilà, donc prenez pas de l'amphétamine sauf si c'est prescrit par un médecin. Regardez pas forcément cette série, The Pitt c'est vraiment bien mieux. Et prenez soin de vous. Ciao!